chance d'avoir Martin Pouliot Oui, au téléphone et qui est en direct de Bruxelles. Oui. Est-ce que vous m'entendez, Martin? Alors, il n'y avait pas de question, il y avait juste votre nom pour l'instant. Vous êtes conseiller à la Direction générale du commerce à la Commission européenne. Bonjour, merci d'être avec nous. Et la question, la voici. Quels sont les avantages liés aux accords, justement? Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, quand vous parlez d'accord de libre-échange, j'imagine. Oui. Et donc, je voulais rappeler que l'Union européenne dispose du plus grand réseau d'accords de libre-échange au monde, qui couvre un total de 74 pays, avec qui les échanges ont pour la première fois les 2000 milliards d'euros l'année dernière. Alors, l'Union européenne négocie des accords de libre-échange pour différentes raisons, notamment pour renforcer son économie, stimuler sa croissance et créer des emplois. Et à cet égard, les accords de libre-échange y contribuent de deux manières, c'est-à-dire avoir un approvisionnement plus simple en matières premières à moindre prix, ainsi qu'en biens intermédiaires, ce qui permet de renforcer la compétitivité des entreprises, mais aussi leur résilience par la diversification d'approvisionnement. Et ça permet par ailleurs d'avoir un accès plus favorable au marché des pays tiers, qui permet du coup d'exporter davantage et de diversifier les débouchés commerciaux en ayant plusieurs pays partenaires. Alors, ouais. Je vous en terminé. Bon, et je voulais juste rappeler qu'il y a très important, c'est que 90% de la croissance potentielle pour les années à venir, les 5 années à venir, se situe hors zone UE, et quand il met à des zones de relais de croissance externe est un élément vraiment déterminant pour la santé des entreprises européennes, d'autant plus qu'on a 38 millions d'emplois dans l'Union européenne qui sont directement liés à l'export. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Une deuxième question, donc, quels sont les outils disponibles à votre portée pour aider les entreprises? Alors, on a tout d'abord une nouvelle stratégie d'ensemble de la politique commerciale qui repose sur 3 piliers: l'ouverture, donc je l'ai mentionné avec les accords de libre-échange, la fermeté dans l'application des règles, donc on dispose de tout un tas d'outils pour défendre les intérêts des entreprises, et aussi la mise en avant de la durabilité. En termes d'outils très concrets, on a développé finalement une plateforme qui s'appelle Access to Market, qui permet justement de rendre les choses beaucoup plus accessibles aux entreprises. On a négocié pendant une vingtaine d'années beaucoup d'accords de libre-échange. Maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre efficacement pour que les bénéfices se matérialisent. Ça peut paraître un peu touffu, un peu abscon pour notamment les PME. On a créé des plateformes qui rassemblent toutes les informations dans un espace unique et qui permettent notamment de savoir quels sont les droits de douane appliqués, mais aussi quelles sont les règles d'origine à satisfaire via un outil spécifique qui s'appelle ROSA, et avec la possibilité aussi de signaler une barrière rencontrée par une entreprise via un point d'entrée unique qui s'appelle Bien. Oui, une petite question, Olivier. Oui, Martin, c'était pas. Bonjour Martin, et merci encore d'être avec nous en duplex. C'était pas prévu, c'était pas préparé. C'est pas pour vous embarrasser du tout. C'est juste pour que nos adhérents comprennent, parce que des fois on a du mal à leur expliquer. Quand on a des accords de libre-échange, il y a un mot qui revient toujours, c'est réciprocité avec les pays. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à avoir cette réciprocité? Alors, je pense que quand on parle de réciprocité, c'est peut-être un sujet qui est prédominant dans les questions d'accès au marché public, par exemple, ou dans ce qui relève des méthodes de production. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la qualité intrinsèque d'un bien qui franchit la douane, mais plutôt des règles qui sont appliquées à la production dans le pays originaire. Et du coup, là, effectivement, on essaye de faire converger les règles quand c'est possible, c'est-à-dire dans le cadre des règles de l'OMC, mais on ne peut pas appliquer de manière extraterritoriale la législation européenne ou la législation nationale des États membres en la matière. Donc, il va quand même toujours y avoir une application des législations nationales, c'est-à-dire du pays tiers et de celles des États membres quand on fait du commerce. C'est-à-dire que nous, on n'accepterait pas non plus que la législation d'un pays tiers s'applique dans l'Union européenne. Martin, une petite question pour terminer. Quand on identifie des blocages sur un marché, quelles solutions, quels leviers on peut mettre en œuvre, on peut actionner pour aider les entreprises à ce moment-là?
Alors, nous, du côté de la Commission européenne, et là, je veux vraiment indiquer qu'on travaille en coopération avec les agences d'accompagnement des entreprises au niveau national, c'est-à-dire Business France ou la Team France Export. On a deux outils principaux, qui est le comité de l'accès au marché, qui permet de faire remonter les barrières et qui, nous, ensuite, nous nous en saisissons dans le cadre des organes qui sont créés par les accords de libre-échange pour pouvoir activer la diplomatie économique pour les réduire, voire les éliminer. Et puis sinon, on a la plateforme que j'ai mentionnée, qui est la plateforme Access to Market, où justement là, on peut aussi communiquer toutes les difficultés rencontrées, que ce soit des questions réglementaires, des questions douanières, des questions fiscales, c'est-à-dire l'imposition du droit, des questions de discrimination dans les marchés publics. Voilà, tout est possible et ça permet à la Commission de s'en saisir et de l'inscrire à l'ordre du jour de la relation bilatérale. Martin Pouliot, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Bruxelles. Merci. Alors, Béatrice, on revient en plateau avec vous. Quels sont les outils ou comment fait l'UIT finalement pour promouvoir l'internationalisation des entreprises ? Alors, il y a pas mal de choses. On va les regrouper en 4 actions. La première, c'est de promouvoir l'export. Donc là, on va essayer d'accompagner nos adhérents en leur proposant un plan export qu'on va bâtir avec nos partenaires, donc Business France, et puis des adhérents, la Fédération de la maille et de la lingerie, enfin voilà, le R3 Lab, etc. Et on va construire ce plan export qui va répertorier toutes les actions qui sont à venir pour l'année suivante. Donc il est publié au mois de janvier et il sert à coordonner les actions pour que les actions ne s'éparpillent pas et que essayer de partir en meute plutôt que s'éparpiller parce que c'est toujours plus fort de partir en meute et puis aussi exactement et aussi de rendre plus lisibles les actions, c'est-à-dire qu'on sait ici vers quelle entité il va falloir s'adresser pour avoir plus de renseignements, etc. Donc la première action, c'est vraiment de promouvoir l'export et ce qu'on peut faire à l'export d'un point de vue pratico-pratique. Donc voilà, donc là c'est pratico-pratique, mais c'est important. La deuxième chose, ça va être d'identifier les opportunités de marché. Alors là, on va essayer de développer des échanges avec des partenaires. Donc alors ici, on vient de revenir d'un voyage qu'on a réalisé en Corée, qu'on a organisé avec Tectera, le pôle de compétitivité, avec le R3 Lab et la Fédération de la maille et de la lingerie. Enfin voilà, donc on a travaillé tous ensemble pour organiser une mission en Corée du Sud qui visait à établir évidemment un partenariat avec eux à la fois à court terme et long terme et aussi échanger sur nos forces et faiblesses réciproques. Donc la Corée du Sud, c'est un pays qui est très innovant, qui fait beaucoup de recherche et développement, qui est beaucoup dans le digital, donc avec par exemple une entreprise qu'on a rencontrée, que beaucoup connaissent dans le monde du textile qui s'appelle Clo et qui est un logiciel de création de vêtements mais dans lequel Epic Games a investi pour créer des vêtements pour les jeux vidéo. Donc vous voyez, on rentre quand même dans des univers d'intelligence artificielle prédictive, de réalité augmentée, enfin dans des choses alors que nous, sur lesquelles la France n'est pas complètement en reste quand même, parce qu'on avait parmi nous, en fait, on avait une délégation de 14 personnes dont justement quelqu'un qui travaillait dans l'intelligence artificielle prédictive, qui a travaillé longtemps aux États-Unis là-dessus. Enfin, donc on n'est pas complètement en reste là-dessus. Mais voilà, la Corée du Sud, on a eu l'impression qu'elle était en avance par rapport à nous et qu'on pouvait apprendre des choses auprès d'eux. Et de la même façon, ils ont été assez impressionnés de tout ce qu'on peut faire en RSE, toutes les actions qu'il peut y avoir justement sur le recyclage, des différentes innovations qu'on peut réaliser avec des panneaux solaires, etc. Mais aussi avec tout ce qu'on a de patrimonial, de savoir-faire. Enfin, ils sont très sensibles à toutes ces choses-là. Et donc voilà, c'est le genre d'accord qu'on va pouvoir signer, donc ça s'appelle un MOU, et qui va nous aider, qui va aider nos entreprises à aller plus loin après, à bâtir des relations commerciales. On a aussi rencontré des distributeurs, on a visité des magasins qui étaient assez innovants aussi. Le monde du retail est quand même un peu, pas plus en avance, mais voilà, il y a des choses à apprendre, un peu différents, il y a des choses à apprendre chez eux. L'innovation, ça va jusqu'à faire disparaître la fibre, parce que dans la réalité, finalement,
on habille son avatar, on n'a plus besoin de s'habiller soi. Oui, quoi. oui, mais il faut quand même sortir de chez soi. Même s'ils passent 8 heures par jour sur leur téléphone, ça n'empêche qu'il y a un moment où il faut sortir, il faut quand même pouvoir s'habiller. Donc, c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que c'est quand même un grand sujet aujourd'hui, et peut-être que certains de nos adhérents et certains de nos chefs d'entreprise n'ont pas conscience de ça, c'est qu'il y a ce business virtuel qui s'est créé, où effectivement, il y a des créations, il y a des animations, et qui sont faits pour faire de la mode digitale virtuelle. Et il y a une manne et un nombre de milliards incroyables qui aujourd'hui transitent par ce gaming. Mais la vraie question, et on n'a pas manqué de les interpeller durant le voyage en Corée, c'est de leur dire, mais quand on a présenté ça, on s'est dit, l'étape d'après, c'est que le gamer va appuyer sur un bouton, et ce qu'il aura vu, choisi lui-même, dessiné dans son jeu, eh bien, il se le fera commander dans 48 heures, il sera livré avec le produit fini. Et là, il y a quand même une prise de conscience, et je pense que c'est en soi une bonne nouvelle. Oui, le virtuel amène énormément de choses, oui, la 3D amène énormément de choses, mais on a toujours besoin de fabriquer. Donc il y a quand même toujours besoin d'usines, de salariés dans nos usines et de process de fabrication. Certes, on va demander à ce que les chaînes et les process soient peut-être revus, mais aujourd'hui, c'est quand même là. Et le mode, on va appuyer sur un bouton, ça va se faire tout seul et ça va venir avec une imprimante, on n'y est quand même pas encore. Donc oui, on a des choses à apprendre, mais ils nous ont quand même tous confirmé, tous ceux qu'on a vus, on en était encore, il fallait encore produire, heureusement. Béatrice. Donc voilà, je ne peux que adhérer à ce que dit notre président, mais mais voilà, c'est important de se questionner, on est quand même dans un monde qui reste virtuel, et le monde bien réel dans lequel on vit n'est pas, je pense que les deux peuvent cohabiter quand même. Donc signer ces partenariats avec des pays, il y a eu un partenariat l'année dernière avec l'Ouzbékistan, sur différents sujets. Voilà, il va y avoir des choses différentes. Et donc ces accords, on va s'appuyer aussi sur la BPI, la CCI, Business France, tous nos partenaires qui nous aident à financer aussi le développement à l'international. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être de s'appuyer sur les outils à l'international. Donc là, on vient de voir Access to Market, Rosa, il y a aussi la Team France Export, il y a le plan Oser l'export qui a été présenté par le gouvernement fin août et sur lequel, qui va être déployé à partir de 2024. Donc on a rendez-vous au ministère du Commerce extérieur le 12 janvier pour pouvoir voir d'un point de vue pratico-pratique à nouveau comment on fait pour l'implanter, parce que voilà, c'est pas purement incantatoire, il faut que derrière il se passe des choses, et donc comment on fait pour se faire aider, pour se faire financer, comment ça marche, à qui il faut s'adresser, etc. Donc voilà, tout ça, c'est un travail de fond qui se fait mais qui est important. Et puis le dernier point, ça va être de suivre tous les dossiers de politique commerciale, que ce soit au niveau national ou européen, afin de décrypter les réglementations internationales. Donc là, on a des experts, on peut mettre nos adhérents en relation avec des experts. On a chez nous Joël Da Fonseca qui est extrêmement experte sur tous les sujets de douane, d'exportation, d'accords de libre-échange, etc. Elle est en relation sans cesse avec la Commission européenne. Donc on est vraiment très, très liés et avec les instances européennes et très en amont de tout ce qui se passe et très au fait. Exactement. Donc, ça va faire prendre beaucoup de temps là qu'on perd aussi. Oui, non, mais c'est important. Donc voilà, au moins on sait. Il vaut mieux maîtriser. On sait où se trouve l'information, et si on n'a pas l'information, on va aller la chercher. Et donc voilà, les choses sont assez regroupées. Et en fait, avec la décentralisation qu'il y a pu y avoir en France, avec les syndicats dans les différentes régions, chaque syndicat a ses actions, chacun est autonome. Et en fait, ici, on essaie de regrouper un peu toutes les actions pour faire en sorte qu'il y ait qu'une prise de parole, et que si on cherche une information, on va savoir où la trouver. Et donc voilà. Donc donc il y a plein de choses qui se passent à l'UIT pour promouvoir l'export et aider nos adhérents. Donc en gros, si vous avez des questionnements, alors ne m'appelez pas. À contacter Béatrice. Non, voilà. Non, mais absolument l'UIT, et appelez-moi avec plaisir. Mais tout à fait. Adapté pour répondre à vos interrogations. Vous faites le 06. Non. On fera une petite réaction. Oui, on a assisté en quelques minutes à toute la stratégie export
porté par l'UIT. On s'aperçoit que derrière cela, il faut quand même une sacrée énergie, parce que l'export, c'est quand même pas, on n'y va plus la fleur au fusil ou le nez en l'air. C'est une vraie stratégie en amont qu'il faut vraiment, entre guillemets, construire. Premier point. Deuxième point, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et là, vous nous avez offert sur un plateau un applicatif avec la leçon de choses, Olivier, sur ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans les métiers du textile. Et finalement, dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on continue, que les gamers continuent à s'intéresser à la mode. Et c'est plus vrai. Que jamais, sans doute. Plus que jamais. Et derrière, il faut des industries pour fabriquer. Voilà, il faut des usines pour produire. Ça me fait penser à la France fin des années 80, où, rappelez-vous, un grand capitaine d'industrie a dit maintenant l'industrie c'est fini, c'est délocalisé, la France en industrie. La catastrophe annoncée et maintenant il s'agirait effectivement de se ressaisir et l'industrie textile a bien compris l'enjeu.